l'arrêt d'une corticothérapie prolongée. C'est très important de connaître l'arrêt et le principe derrière la corticothérapie prolongée parce que quand même, l'arrêt brusque de cette corticothérapie prolongée représente la cause la plus fréquente en termes de l'insuffisance surrénalienne secondaire corticotrope. Donc, de savoir les risques derrière l'arrêt brusque, le principe général, la conduite à tenir sera hyper intéressant. Mais avant de voir le tout, il faut donner une petite définition par rapport à la corticothérapie prolongée. Il s'agit de quoi au juste? La corticothérapie prolongée, c'est l'utilisation prolongée à des doses qui sont supraphysiologiques, dépassant la valeur normale, exactement dépassant les 20 mg par jour, d'équivalent de prédnisone. C'est un corticoïde de synthèse et cette utilisation de doses supraphysiologiques dépassant les 20 mg de prédnisone dépasse au minimum les 14 jours. Pour parler d'une corticothérapie prolongée, il faut une dose de 20 mg de prédnisone, un corticoïde de synthèse, par jour et au minimum pour 14 jours. On va utiliser en fait la corticothérapie prolongée pour traiter des maladies différentes. Mais ça n'empêche pas que cette corticothérapie prolongée, certes, elle nous servira pour traiter des maladies, mais en même temps, l'arrêt brusque de cette corticothérapie expose le malade aux plusieurs risques. En premier, ça risque de faire la rechute de la maladie causale. Ça, c'est de 1, c'est-à-dire qu'on a donné cette corticothérapie prolongée pour traiter une maladie X, mais l'arrêt brusque peut principalement donner des rechutes en termes de cette maladie. Ça, c'est de 1. De 2, pour les corticothérapies prolongées, l'utilisation prolongée expose le patient pour une certaine dépendance psychogène aux corticoïdes. Parce que quand même, les corticoïdes présentent une action stimulante pour le système nerveux central. Et donc, ça risque de faire tomber le malade dans un syndrome de sévrage des corticoïdes qui va se manifester par de la fatigue, par les troubles de l'humeur, c'est-à-dire par des troubles du système nerveux central en général. Un syndrome de sévrage, un syndrome de dépendance psychogène. Et enfin, ce qui est le plus grave, c'est de faire exposer le malade à une insuffisance corticotrope, une insuffisance secondaire surrénalienne. Mais par quel mécanisme au juste? Pour l'insuffisance corticotrope, le principe il est simple. Il est basé sur le schéma de rétrocontrôle négatif ou positif de la synthèse du cortisol à l'intérieur de l'organisme. Pendant la substitution et pendant la corticothérapie prolongée, on est en train de donner des hormones pour le patient. Ces hormones du traitement vont réaliser un feedback négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Parce que quand même, la dose, elle est supraphysiologique. Donc, par feedback négatif, elle va freiner la sécrétion de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire la sécrétion de la CRH et de l'ACTH par conséquence. Et donc, l'axe hypothalamo-hypophysaire se retrouve dans une insuffisance corticotrope. Il est freiné. Il n'y en a plus de CRH, il n'y en a plus de l'ACTH par le feedback négatif. Alors, cette insuffisance corticotrope va être responsable de la mise en repos de la glande surrénale. Et on parle alors d'une surrénale qui est inerte, qui est paresseuse. Lorsqu'on va arrêter cette corticothérapie d'une façon brusque, la récupération de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien se fait selon la chronologie suivante. En premier, c'est la CRH hypothalamique. C'est en premier. Ensuite, c'est l'ACTH hypophysaire, parce que la sécrétion de l'ACTH dépend de la stimulation
par la CRH hypothalamique. Donc, en premier, c'est la CRH, après ça, c'est la CTH hypophysaire. Et enfin, c'est principalement la stimulation des cellules corticales, des cellules du cortex surrénalien responsables de la sécrétion du cortisol. Donc, enfin, c'est la récupération de la sécrétion du cortisol. Donc, c'est ça. CRH hypothalamique, ACTH hypophysaire par la suite, stimulation des cellules corticales lentement mises au repos, et après ça, la sécrétion du cortisol. Et donc, l'hypothalamus et l'hypophyse se remettent à fabriquer de la CRH et la CTH respectivement. Mais le problème, c'est avec les cellules corticales, la glande surrénale elle-même. La glande surrénale lentement mise au repos ne fabrique plus du cortisol directement. Pour un certain moment, elle est mise au repos et elle nécessite un certain temps pour récupérer sa fonctionnalité. Et en attendant la récupération de la fonctionnalité des cellules corticales et la sécrétion du cortisol, le patient se trouve en insuffisance surrénalienne. En attendant la récupération en premier, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il est plus rapide dans la récupération, mais la surrénale lentement mise au repos prend un petit peu le temps pour récupérer la sécrétion du cortisol. En attendant la récupération de la sécrétion du cortisol, le patient se trouve en insuffisance surrénalienne. Certes, là, le problème, il est dans la glande surrénale, mais on parle d'une insuffisance surrénalienne corticotrope parce que le problème, ça se fait dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'axe hypothalamo-hypophysaire inhibé par le feedback négatif, c'est lui qui est responsable de la mise au repos de la glande surrénale. Donc, le problème primitif, c'est dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, le problème, il est central. C'est une insuffisance surrénalienne corticotrope. Et cette situation-là, puisque le patient se trouve en insuffisance surrénalienne, ça nécessite une évaluation et ça nécessite avant tout une substitution en attendant la récupération de la fonction de sa glande. Alors, quoi faire dans cette situation de l'arrêt brusque d'une corticothérapie avec un patient en fait qui est sous corticothérapie prolongée? Alors, la première règle à suivre, c'est que tout patient ayant été sous corticothérapie prolongée ou bien présenté sous un traitement, un syndrome de Cushing iatrogène, ce qu'on appelle le Cushing cortico-induit, c'est-à-dire tout patient qui a présenté une quantité excessive d'une façon prolongée du cortisol. C'est un patient qui doit être considéré comme potentiellement en insuffisance corticotrope, jusqu'à preuve du contraire. Lors de la décroissance du traitement glucocorticoïde, c'est un patient qui doit être quand même considéré potentiellement en insuffisance corticotrope. Donc, c'est un patient avant tout, un patient à surveiller obligatoirement. À tout moment, on peut trouver une insuffisance corticotrope chez ce patient-là. Ça, c'est la première des choses. De rester avec ce patient en surveillance. Après ça, le patient trouvé déjà en insuffisance surrénalienne, c'est confirmé. Il y en a après l'arrêt de la corticothérapie prolongée, le patient se trouve dans une insuffisance surrénalienne corticotrope. La deuxième règle, c'est que ce patient-là nécessite une substitution suivie d'une évaluation en attendant la récupération de la fonction surrénalienne et l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire quoi? En premier, on va faire la substitution hormonale. Bien sûr, parce que le patient il est en insuffisance surrénalienne. On doit remplacer la surrénale inerte en attendant la récupération de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Comme si le patient il est dans une insuffisance surrénalienne transitoire. On va traiter le malade par ce principe-là. On va donner toujours de l'hydrocortisone, une substitution de 10 comprimés de 10 mg 2 à 3 fois par jour, avec la surveillance et avec l'éducation, bien sûr. Après ça, on va bien sûr pas rester à vie dans cette situation. On doit évaluer
la récupération de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, après la substitution, c'est l'étape de l'évaluation. Ça se fait généralement après 2 à 4 semaines. On va évaluer la situation chez le patient. Est-ce que la surrénale a repris sa fonctionnalité ou pas? Et donc, est-ce qu'on va arrêter la substitution sans risque ou pas? Le meilleur test d'évaluation, c'est le test au Sénactène. C'est le meilleur du meilleur. Toujours le même principe, on va donner dans des conditions hospitalières une dose de Sénactène après le dosage du cortisol avant et on va doser le cortisol après la stimulation par le Sénactène. Si la valeur du cortisol va être augmentée, c'est bon, ça témoigne que la surrénale a repris sa fonctionnalité, c'est super, on peut arrêter. Sinon, c'est la cortisolémie après le Sénactène reste la même, reste effondrée, c'est-à-dire que le patient il est encore une insuffisance surrénalienne et là, le traitement substitutif doit être maintenu. On ne peut pas arrêter à ce moment-là, on n'a pas encore récupéré la fonction de la glande surrénale. Bien sûr, les évaluations vont être contenues dans le temps. On peut réaliser à nouveau tous les 6 mois à peu près pour évaluer la récupération à distance. Et généralement, les patients vont récupérer quand même la fonction surrénalienne normale. Donc, c'est une insuffisance surrénalienne qui est transitoire en attendant la récupération de l'axe. Mais il faut savoir quand même qu'un petit nombre de patients ayant reçu une corticothérapie prolongée à forte dose peuvent rester longtemps en insuffisance surrénalienne et la situation sera alors malheureusement définitive et ça sera à vie et le patient sera suivi pour une insuffisance surrénalienne chronique. Et donc, c'est la raison pour laquelle la règle numéro 3, c'est la règle la plus importante. En dernier, il n'y a pas mieux de prévenir. Il n'y a pas mieux de prévenir. La prévention, ça se fait par la diminution des doses le plus progressivement possible. Ça se fait selon un schéma de sévrage progressif. Alors, pour ce schéma de sévrage, il y en a quand même une méthode à suivre. Ça se fait par des étapes jusqu'à l'arrivée à 0 mg de corticoïdes de synthèse par jour, à partir de la dose initiale, selon la maladie à traiter. Alors, au début de sévrage, c'est bon, on a décidé de sévrer la corticothérapie. Donc, en premier, on va faire diminuer 10 mg de la dose totale par 24 heures tous les 2 semaines. On va diminuer 10 mg tous les 2 semaines. Après ça, la deuxième étape, on va diminuer la moitié, 5 mg tous les 2 semaines, progressivement. La même chose en troisième étape, la moitié, 2,5 mg tous les 2 à 3 semaines. La même chose avec la quatrième étape, moins de 1 mg tous les 2 à 3 semaines jusqu'à l'arrivée à 0 mg de corticoïdes de synthèse par jour, à partir de la dose initiale. Toujours, ça se fait par moitié. Moins de 10 mg, moins de 5, moins de 2,5, moins de 1 mg tous les 3 semaines. Et bien sûr, cette méthode de sévrage doit être couplée à des mesures d'hygiène et bien sûr par la surveillance. Parce que quand même, on est en train de donner une corticothérapie. Donc, le patient doit présenter obligatoirement une activité physique régulière, adaptée bien sûr à la capacité physique du patient, avec la surveillance du poids, de tension artérielle, de la glycémie. On va même demander de l'ionogramme, de suivre de la fièvre, de la vitesse de sédimentation, de CRP en faveur des épisodes de désinfection. C'est-à-dire on va donner une surveillance qui est basée sur les effets secondaires des corticoïdes en cas de surdosage. Pour bien intérioriser ça,
on va appliquer ce schéma de sévrage pour un exemple. Alors, pour l'exemple, on va imaginer la situation suivante. Un patient, pour une maladie X, était traité pendant 4 semaines par Solupred, c'est un corticoïde de synthèse, pour des comprimés de 20 mg, avec une posologie de 3 comprimés par jour, c'est-à-dire au total, 3 comprimés de 20 mg, ça fait 60 mg au total par les 24 heures. Donc déjà d'après la situation, c'est bon, le patient c'est à 100% sous corticothérapie prolongée. Déjà, il a dépassé la dose de 20 mg par 24 heures, c'est 60 mg, et en même temps, il a dépassé la durée. Au minimum, c'est 14 jours. Donc, pour le patient, c'est 4 semaines de Solupred pour une dose de 60 mg par 24 heures. C'est bien, le patient, par définition, c'est un patient qui était traité avec une corticothérapie prolongée. Donc, la première des choses, lors de sévrage, on doit tenir compte que le patient peut présenter une insuffisance surrénalienne corticotrope. Donc, c'est un patient à surveiller. La deuxième des choses, on va donner une substitution en attendant la récupération de l'axe. Après ça, on va évaluer la récupération pour arrêter le traitement avec un schéma de sévrage. C'est bon. On a décidé de sévrer. Pour sévrer, on va suivre le schéma de sévrage. Et on va diminuer les doses par un certain ordre, en suivant les doses données dans la méthode de sévrage. Alors, au début, on va diminuer 10 mg tous les 15 jours. Alors, pour 60 mg, la dose totale, on va diminuer 10 mg. Donc, ça reste 50 mg par 24 heures. Donc, 50 mg pour des comprimés de 20 mg, ça fait 2 comprimés et demi pendant 15 jours. Donc, le patient, au lieu de prendre 3 comprimés, il va diminuer la dose pendant 15 jours à 2 comprimés et demi pendant 15 jours. Après ça, on va diminuer 5 mg tous les 15 jours. Donc, à partir de la dose totale, c'est 50 mg. Moins de 5, ça fait 45 mg. 45 à 40 divisé par 20 mg, ça fait 2 comprimés. Donc, au lieu de prendre 2 comprimés et demi pendant 15 jours, il va encore diminuer la dose à 2 comprimés pendant 15 jours. Donc, c'est progressif. C'est une diminution progressive. Donc, le patient consomme 2 comprimés de 20 mg, ça fait 40 mg. On va encore diminuer de 5 mg. Et on va jouer en fait sur ce schéma-là. On va diminuer 5 mg, ça reste 35 mg divisé par 20, ça fait 1 comprimé et demi. Ça fait pendant 15 jours. Au lieu de consommer 2 comprimés, il va consommer 1 comprimé et demi pendant 15 jours. Et on va continuer, on va jouer sur le schéma de sévrage jusqu'à l'arrêt total de la corticothérapie, jusqu'à l'arrivée à 0 mg, 0 comprimé par les 24 heures. Et toujours, cette diminution va être couplée à l'activité physique et avec la surveillance qui est basée sur les effets secondaires des corticoïdes, à savoir le poids, la tension artérielle, la glycémie, la surveillance des œdèmes des membres inférieurs, la surveillance des épisodes infectieux, de la fièvre et tout. Et le tout va être même associé avec une alimentation qui est à teneur réduite en sel.